Donc bonjour à tous mes élèves de terminale enseignement scientifique. Dans cette petite vidéo, on va corriger la petite activité que vous aviez à faire pendant les vacances. Donc l'activité qui porte sur le chapitre 5, l'atmosphère terrestre et la vie, pardon. Donc c'est normalement une activité que vous avez fait, on va faire la correction aujourd'hui. Vous avez vu que ça parlait majoritairement du coup de la composition de l'atmosphère terrestre au fur et à mesure des aires géologiques. Du coup, les objectifs de cette activité, c'était les suivants: savoir déterminer l'état physique de l'eau pour une température et une pression donnée à partir de son diagramme d'état. Et la deuxième, c'était ajuster les équations de réaction chimique d'oxydation du fer par le dioxygène. Donc pour pouvoir appliquer ces deux objectifs qui sont là, d'abord, vous avez tout un tas de documents introductifs qui vous permettent de comprendre pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de ces deux outils qui sont là. Okay. Donc dans cette activité, on n'a que le grand 1, le grand 2 on le fera quand on se retrouvera en classe la semaine prochaine. Donc là on n'a que le grand 1 pour l'instant du chapitre 5. Et ce grand 1 c'est origine de l'atmosphère terrestre. Donc document 1, l'origine de l'atmosphère primitive. Donc vraiment un document introductif. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit il y a 4,57 GA, GA ça veut dire giga-année. Le préfixe giga, hein, c'est comme gigaoctet ou je sais pas, gigamètre par exemple, ça veut dire 10 puissance 9. Donc 4,57 fois 10 puissance 9 années, autrement dit 4,57 milliards d'années. Donc en fait ici on vous dit qu'il y a 4,6 milliards d'années environ, la Terre commence à se former, c'est l'âge de la Terre. Par agglomérat de gaz, de poussière et d'éléments de toute taille présents dans l'environnement du Soleil. Durant les 50 à 100 premiers millions d'années, un intense bombardement de météorites a lieu, conduisant à une importante libération d'énergie thermique et à la fusion de la jeune planète. Une couche magmatique se forme. Donc en fait, pendant les premiers millions d'années après la naissance de la Terre, dans le système solaire, il fallait savoir que la Terre était en fait une énorme boule de magma. Il faisait extrêmement chaud et la surface de la Terre était en fusion. Donc durant cette période, il se dégage alors des éléments volatiles à l'origine de l'atmosphère initiale qu'on appelle également l'atmosphère primitive. Son refroidissement entraîne ensuite la formation d'une croûte basaltique et d'un manteau solide. Ces enveloppes, via une intense activité volcanique, poursuivent leur dégazage et enrichissent l'atmosphère primitive en gaz. Dès moins 4,3 milliards d'années, donc il y a 4,3 milliards d'années, l'atmosphère primitive s'est stabilisée. Les bombardements de météorites tels que les chondrites carbonés et les comètes enrichissent encore l'atmosphère primitive en certains éléments volatiles comme l'eau. Ce bombardement a lieu entre moins 4,4 et moins 3,9 milliards d'années, tout en diminuant graduellement. Donc on vous dit qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a de moins en moins de dégazage, donc de moins en moins d'éruptions volcaniques à la surface de la Terre. Il y a également de moins en moins de météorites et de comètes qui s'écrasent sur celles-ci. Donc ce document, vraiment, c'est pour introduire un petit peu l'histoire de l'origine de la Terre. À la suite de ce document, on va se poser la question suivante, du coup, comment a évolué la composition de l'atmosphère terrestre et comment se sont formés les océans sur Terre? C'est les deux questions auxquelles on va répondre ici. Donc premièrement, le document 2, on va regarder un petit peu l'évolution de la composition en termes de différents éléments chimiques qu'il y avait dans l'atmosphère à la fois primitive et dans l'atmosphère actuelle. Donc on vous dit, la composition de l'atmosphère primitive, bien que difficile à reconstituer, peut être déterminée par des analyses géologiques. Elle est présentée sur l'histogramme et contenait aussi des traces de méthane. Donc on vous dit qu'en plus de ce qu'il y a là, il y a d'autres gaz qui étaient présents, mais qui étaient présents en si faible quantité. Quand on dit que c'est présent à l'état de trace, ça veut dire présent en très faible quantité. Donc il y avait très peu d'autres gaz, notamment du méthane. L'atmosphère actuelle comporte en plus des gaz présentés sur l'histogramme d'autres gaz. Donc aujourd'hui, il y a également les 4 gaz qui vont être présentés ici, dont on va parler tout à l'heure, mais il y a encore d'autres gaz qui sont présents à l'état de trace, comme l'argon, le méthane, le protoxyde d'azote. La quantité absolue de diazote, qu'on note N2, est restée globalement stable dans l'atmosphère terrestre depuis sa formation. Donc on reviendra sur l'histoire de l'azote tout à l'heure. Analysons maintenant ces 4 gaz qui sont présents en majorité. On a l'eau, le diazote, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Ce sont les 4 gaz présents en majorité à la fois à l'atmosphère primitive et à l'atmosphère actuelle. Donc l'atmosphère actuelle, ça veut dire celle d'aujourd'hui. L'atmosphère primitive, c'est celle d'il y a 4,6 milliards d'années. C'est ce qui est présenté ici. Donc on voit que, par exemple, on va analyser ça tout à l'heure, mais on voit que l'eau était présente à 80%, composée 80%
85% de l'atmosphère terrestre lors de la formation de la Terre, et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'eau dans l'atmosphère terrestre. Le diazote, on voit que ça correspondait à que 5% de l'atmosphère primitive, mais ça correspond à 80% quasiment de l'atmosphère actuelle. Le dioxygène, il n'y en avait pas dans l'atmosphère primitive, il y en a 20% aujourd'hui. Et le dioxyde de carbone, il y en avait 15% dans l'atmosphère primitive, c'est gigantesque. Aujourd'hui, il y en a très peu. Alors il y en a très peu en termes de pourcentage, je veux bien insister là-dessus quand même. Attention, oui il y en a peu par rapport à l'eau, au diazote ou au dioxygène. Aujourd'hui il y a très peu de CO2. Ça n'empêche que ça reste un gaz qui, même s'il est présent en très faible quantité, a quand même d'énormes impacts sur le réchauffement climatique par exemple. Mais dans l'absolu, si on compare aux autres gaz, il est présent en très faible quantité, comparativement aux autres gaz. Juste pour que vous compreniez bien cette histoire de diazote, on vous dit la quantité absolue de diazote est restée globalement stable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé, dans l'atmosphère depuis sa formation. Ça veut dire qu'il y a autant de diazote, il y avait autant de diazote dans l'atmosphère primitive qu'il y a de diazote aujourd'hui. La quantité est la même. Or, si on regarde ici, on voit que ça a varié. On voit que le diazote, il n'y en avait que 5% dans l'atmosphère primitive, et il y en a aujourd'hui 78% dans l'atmosphère actuelle. Alors, pourquoi est-ce que ici on voit qu'il y a une variation alors que dans le texte on nous dit qu'il n'y a pas eu de changement? Eh bien, c'est parce qu'en fait, ici on parle de la quantité absolue. Donc, imaginons que, je dis des nombres au hasard, mais imaginons qu'il y avait par exemple, je sais pas, 5 milliards de tonnes de diazote dans l'atmosphère terrestre à la formation de la Terre, eh bien, il y en a toujours 5 milliards aujourd'hui. Sauf que ces 5 milliards, ça correspondait à l'époque qu'à 5% de la composition totale, parce que l'eau était présente en beaucoup plus grande quantité que le diazote. Même s'il y avait bien 5 milliards de tonnes par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on est toujours à 5 milliards de tonnes. C'est pas vrai, hein, ce nombre de 5 milliards, c'est juste un exemple. Hein. Il y a toujours la même quantité d'azote, sauf que maintenant, cette quantité-là, qui n'a pas changé, elle correspond à quand même un pourcentage beaucoup plus grand de l'atmosphère, parce que l'eau, on va le voir tout à l'heure, mais l'eau qui était présente dans l'atmosphère à l'époque, en fait, n'est plus présente dans l'atmosphère. Elle a été absorbée, on va voir ça tout à l'heure. Okay. Ensuite, les documents 3 et 4, on ne va pas les lire tout de suite, mais on va voir que c'est deux documents qui expliquent notamment la présence de l'eau dans l'atmosphère. Pareil, le document 5, on ne va pas le lire tout de suite parce qu'il va nous permettre de répondre à une question. Donc commençons les réponses aux questions. La question 1, c'était réaliser une comparaison des compositions atmosphériques primitives et actuelles, sous-entendues de la Terre, bien sûr. Donc il va falloir regarder ce document-là. Donc on l'a déjà analysé, donc on va rapidement répondre. L'atmosphère primitive avait une composition bien différente de la composition actuelle. Elle était majoritairement constituée d'eau, donc l'atmosphère à l'époque était principalement constituée d'eau sous forme de vapeur, 80%, et il y avait aussi beaucoup de dioxyde de carbone, 15%. Donc on voit que 80% d'eau, 15% de carbone, on arrive déjà à 95% de l'atmosphère dans sa globalité. Aujourd'hui, l'atmosphère contient majoritairement du diazote, environ 80%, 78% hein, pour être exact, et du dioxygène, environ 20%, 21% pour être exact. Et on arrive quasiment à 100% aussi. Okay. Donc on voit que la composition a bien changé. Petit 2, question 2. Expliquer l'origine de la composition de l'atmosphère primitive. Donc pour cette composition-là, les 80% d'eau, le 15% de CO2, d'où ça vient? D'où viennent tous ces gaz? Et bien là, il va falloir regarder les documents 3 et 4. Il y a deux explications. La première, c'est ce qu'on appelle le dégazage de la Terre. On vous dit que un intense dégazage provenant du manteau terrestre s'est produit dans les 150 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre. Les éruptions volcaniques sont des événements au cours desquels des gaz sont émis dans l'atmosphère terrestre. Et ici, vous avez un petit diagramme de la composition des gaz qui sont émis lorsqu'il y a des éruptions volcaniques. Et on voit que les éruptions volcaniques, lorsqu'elles ont lieu, elles libèrent des gaz qui sont composés à 80%, 82% d'eau, 14% de CO2 et un petit peu de diazote. Et on remarque que ce pourcentage-là est très proche de la composition de l'atmosphère primitive. 82% d'eau, 80% d'eau dans l'atmosphère primitive, 14% de CO2, 15% de CO2 pour l'atmosphère primitive. Donc on a un premier élément de réponse. En fait, les dégazages qui ont lieu ont été la première raison, la première explication plutôt, de la composition de l'atmosphère. Ensuite, le document d'après nous dit, document 4,
Au début de son histoire, la Terre a subi un important bombardement de météorites et de comètes. Ces objets cosmiques, très riches en eau, ont apporté également par dégazage des éléments qui ont influencé la composition de l'atmosphère terrestre. Et on voit que ces météorites, lorsqu'elles se sont écrasées sur Terre, elles ont apporté tout un tas de gaz, notamment 78% de H2O d'eau et 20% de CO2. Et on arrive de nouveau à une composition très proche de celle de l'atmosphère. Donc vous voyez là où on veut en venir. On va pouvoir dire que pour expliquer la composition de l'atmosphère primitive, il faut considérer deux phénomènes que sont le dégazage de la Terre et les bombardements météoritiques. On observe que les gaz échappés lors de ces événements correspondent bien à la composition de l'atmosphère primitive et sont donc certainement à l'origine de celle-ci. L'atmosphère primitive, elle a très certainement pour origine ces dégazages et ces bombardements météoritiques, parce qu'ils expliquent très bien cette composition. Ok ? Donc ça c'est la question 2. Maintenant, question 3, comparer les états physiques de l'eau sur la Terre primitive et sur la Terre actuelle. Donc les états physiques, vous savez ce que c'est, hein, c'est état gazeux, liquide, solide. Pour ce faire, pour comparer les états physiques, il va falloir analyser ce document-là. Donc dans le document 5, on nous parle des états physiques de l'eau et des conditions atmosphériques. En l'état actuel des connaissances, il est admis que l'atmosphère primitive de la Terre présentait des conditions similaires à l'atmosphère actuelle de Vénus, avec notamment une pression beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. En effet, à l'époque de sa formation, la Terre elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à la planète Vénus telle qu'elle est aujourd'hui. Donc Vénus, si on regarde ce petit document-là, on voit que la pression actuelle à la surface de la Terre, c'est de 1 atmosphère. C'est la pression moyenne à la surface de la Terre. L'atmosphère, c'est une unité de pression. Et la température moyenne à la surface de la Terre est de 15 degrés Celsius. Maintenant, si on veut comparer à l'atmosphère primitive, en fait, il suffit de regarder Vénus, puisque c'est les mêmes conditions que l'atmosphère primitive. Donc on voit que Vénus, elle a une pression actuelle moyenne de 92 atmosphères et une température moyenne de 470 degrés Celsius. Alors comment savoir quels sont les états physiques de l'eau dans ces conditions-là? Eh bien, il va falloir regarder ce document-là. Ce document-là qu'on appelle un diagramme de phase. Alors comment est-ce qu'on fait? Déjà, pour répondre à la question, pour savoir les états physiques de l'eau, on va dire qu'aujourd'hui, la pression moyenne à la surface de la Terre est de 1 atmosphère et la température moyenne est de 15 degrés Celsius. Analysons alors le diagramme pression-température, qu'on appelle également diagramme d'état de l'eau. Ici, on a le diagramme pression-température. Vous avez en ordonnée ici la pression et en abscisse la température moyenne. On sait que la pression atmosphérique est de 1 atmosphère. Vous voyez, donc j'ai tracé un trait comme ça qui correspond à 1 atmosphère. Et je vois également que la température moyenne à la surface de la Terre est de 15 degrés Celsius. Donc je trace un trait à environ 15 degrés Celsius ici. Vous voyez, 0, 100. Ici, on est à 15. Et l'endroit où les deux droites en pointillés se croisent nous donne une information sur l'état physique de l'eau. Parce qu'on voit que là où ces deux droites se croisent, se trouve dans la zone qui est ici, là, qui est la zone de l'état liquide. Donc ça veut dire que ici, cette croix-là, qui se situe à l'intersection de la droite correspondant à 1 atmosphère et à une température de 15 degrés Celsius, cette droite-là se trouve dans la partie état liquide de ce diagramme d'état. Donc ce diagramme d'état, il nous permet, si on nous donne la pression et la température, de savoir l'état physique de l'eau. Et on voit que l'eau à la surface de la Terre aujourd'hui est en majorité liquide, puisqu'on se croise ici dans la partie liquide. Maintenant, faisons le même exercice pour la Terre primitive. La Terre primitive avait, elle, une atmosphère similaire à celle de Vénus aujourd'hui, c'est-à-dire une pression de 92 atmosphères et une température de 470 degrés Celsius, c'est ce qui est écrit là. Donc si on regarde le diagramme d'état, on va tracer une droite ici à 92 atmosphères, donc un peu en dessous de 100. On va tracer également une droite à 470 degrés Celsius, donc environ ici. Et vous voyez que ces deux droites se croisent dans la partie du diagramme qui correspond à l'état de vapeur. Donc ça veut dire que la Terre primitive avait, c'était sûr, hein, la Terre primitive avait la majorité de son eau qui se trouvait sous forme de vapeur. On a déduit que l'eau à la surface de la Terre primitive est en majorité sous forme de gaz.
hein, la vapeur c'est le gaz. Donc l'eau, elle a changé d'état. Elle était majoritairement sous forme de vapeur à l'époque de la Terre primitive, et aujourd'hui, grâce au diagramme d'état, on sait qu'elle est majoritairement présente sous forme liquide, et on le sait, hein, l'eau à la surface de la Terre, elle se trouve majoritairement dans les océans. Donc ça c'était la question 3, on va pouvoir maintenant passer à la question 4, montrer que l'hydrosphère, donc l'hydrosphère c'est l'ensemble de l'eau liquide présente sur une planète, donc montrer que l'hydrosphère terrestre a une double origine, et bien maintenant on la connaît cette double origine. Pour expliquer la présence de l'hydrosphère terrestre, il faut faire intervenir deux facteurs. Le premier, c'est que les molécules d'eau H2O, elles ont été apportées par le dégazage et les météorites, hein, c'est ce qu'on avait vu ici. L'eau, elle est venue de ces deux événements-là. Et le deuxième facteur, c'est que les conditions de pression et de température de l'atmosphère ont changé au fur et à mesure de la vie de la Terre. Et aujourd'hui, l'eau n'est plus majoritairement sous forme gazeuse, mais elle est passée à l'état liquide. Donc ce sont ça, les deux facteurs, la double origine de l'hydrosphère terrestre. Ok. Ça, il faut le savoir. Je n'ai pas mis de cœur ici, j'ai oublié, mais il faut le savoir. Ensuite, maintenant on va parler un petit peu de la composition de l'atmosphère, mais on va s'intéresser plus précisément au dioxygène, à la molécule de dioxygène, parce que c'est elle qui va nous intéresser, qui va vous intéresser notamment lorsque vous allez parler de la vie en SVT, de l'apparition de la vie. Donc document 6. Les tracés de l'évolution de la concentration atmosphérique de dioxygène dans le passé comportent de nombreuses incertitudes. La grande oxygénation, qui avait eu lieu vers moins 2,5 milliards d'années, donc il y a 2,5 milliards d'années, est avérée, mais elle n'a peut-être pas été aussi importante ni aussi brutale. Certaines données laissent à penser que la concentration atmosphérique actuelle aurait été atteinte il y a 500 millions d'années environ. Mais l'analyse récente d'un échantillon d'air emprisonné dans des cristaux de halite datant de 815 millions d'années tend à prouver que la concentration en dioxygène était déjà bien plus élevée qu'on ne le pensait. Donc là, en fait, ce document montre bien qu'on a des incertitudes sur l'évolution de la concentration de dioxygène. Le modèle actuel, donc ce qu'on pense aujourd'hui qui s'est passé dans le passé, c'est cette courbe rouge. Ça veut dire qu'il y avait très peu de dioxygène au départ. Il y a eu ensuite une grande oxygénation, donc un grand apport de dioxygène, il y a environ 2,5 milliards d'années. Celui-là, on est sûr. On a très bonne raison de le penser. Et ensuite, on voit qu'il y a eu, un peu après moins 1 milliard d'années, une autre grande phase d'oxygénation qui est suivie ensuite de pas mal d'incertitudes. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Est-ce que c'est cette première oxygénation qui a été la plus importante ou est-ce que ça s'est passé après? Il y a des doutes là-dessus. Donc ce modèle-là, c'est le modèle dont on pense qu'il est vrai, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes dessus. Et ces incertitudes, elles sont montrées comment? Vous voyez que cette courbe rouge, elle est entourée d'une zone un peu plus claire, qui serait une zone orange un peu plus claire. Cette zone orange un peu plus claire, en fait, c'est ce qu'on appelle la zone d'incertitude. Ça veut dire que cette courbe rouge qu'on a tracée ici, en fait, elle pourrait être là où elle est actuellement, mais elle pourrait aussi se trouver un peu n'importe où dans toute cette zone orange-là. Toute cette zone orange qui est ici, zone orange claire, c'est la zone dans laquelle la courbe rouge, la vraie courbe de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, pourrait se trouver. C'est une zone d'incertitude. Ok ? Maintenant, passons au document 7. Donc le document 7, il nous dit « Exploiter comme gisement de fer les formations de fer rubané qu'on vous représente ici, résulte de ce qu'on appelle l'oxydation du fer, présent dans les océans il y a environ moins 3,8, donc environ 3,8 milliards d'années, jusqu'à il y a 2 milliards d'années. Quand la plus grande partie du fer a été oxydée en ion fer 3, la teneur en dioxygène a augmenté dans les océans. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il existe un type de fer qui a été oxydé il y a très longtemps, donc il y a plusieurs milliards d'années, et cette oxydation a pu avoir lieu car il y avait du dioxygène dans les océans. On vous dit après, le dioxygène est un oxydant fort, c'est-à-dire qu'il peut réagir avec de nombreuses espèces chimiques, dites réductrices selon une réaction d'oxydoréduction. Ça c'est des détails, il n'y a pas besoin de connaître en détail ce qui est écrit là. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le fer a été oxydé. C'est notamment le cas du fer. Celui-ci réagit avec le dioxygène pour former des oxydes de fer. Les oxydes de fer, de quoi? C'est des molécules qui ont pour formule
pour formule brute. Donc la formule brute, ça veut dire la composition des atomes qui constituent la molécule. Hein. Donc ce sont des molécules qui contiennent des éléments de fer, des atomes de fer, mais également des éléments, des atomes d'oxygène. C'est pour ça qu'on parle d'oxydation. Un oxyde de fer, c'est quoi? C'est une molécule qui contient du fer et de l'oxygène. C'est pour ça qu'on parle d'oxyde, ça vient d'oxygène. On dénombre 3 oxydes de fer différents. FeO, donc un atome de fer et un atome d'oxygène, c'est la première molécule. Fe2O3, ça veut dire une molécule d'oxyde de fer qui contient 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène. Et Fe3O4, une molécule qui contient 3 atomes de fer et 4 atomes d'oxygène. Les équations modélisant ces transformations sont les suivantes. Donc ça, ce sont 3 réactions chimiques, 3 équations de réactions chimiques qui nous permettent de comprendre comment ces oxydes de fer sont apparus. Et à chaque fois, peu importe laquelle on regarde, c'est un ou plusieurs atomes de fer de base qui rencontrent un ou plusieurs atomes de dioxygène, donc le dioxygène présent dans les océans, pour former des oxydes de fer. On va expliquer ça en détail tout à l'heure. Donc question 5. En quoi la découverte des gisements de fer rubané est-elle un indice de la présence de dioxygène dans les océans dans les temps passés? Eh bien c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les gisements de fer rubané sont formés par oxydation du fer. Le fer rubané, il n'apparaît que lorsque le fer est oxydé. Pour pouvoir s'oxyder, le fer doit donc être mis en présence de dioxygène, ce qui implique que du dioxygène était forcément dissous dans les océans. Sinon le fer n'aurait pas pu s'oxyder pour former des fers rubanés. Donc c'est les fers rubanés qui nous permettent de savoir qu'à l'époque, il y avait de l'oxygène dans les océans. Et enfin, dernière question de cette activité, recopier les équations chimiques du document 7, donc ces 3 équations chimiques, et compléter les cases vides afin d'équilibrer les équations chimiques. Un peu comme ce que vous avez fait en seconde. Donc voici les 3 équations. Ces 3 équations-là, elles sont quasiment complètes, il y a juste ce qui est à l'intérieur de ces cases qu'il faut rajouter, il faut y mettre des numéros. Ces numéros-là, si vous vous rappelez de vos cours de seconde, ou même des cours de première, c'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. Pour ceux qui font encore de la physique, ça doit vous dire vraiment quelque chose. Donc ici, première équation. On voit que parmi les produits de la réaction, donc les oxydes de fer formés, on compte 2 molécules de Fe2O3. Il y a 2 fois cette molécule-là. Chaque molécule contient 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène. Donc on a en tout 2 fois 2, c'est-à-dire 4 atomes de fer, et 2 fois 3, c'est-à-dire 6 atomes d'oxygène. Parmi les réactifs, donc les éléments qui sont là de base, qui vont réagir pour produire la réaction chimique, on voit qu'il y a déjà 3 fois 2, c'est-à-dire qu'il y a 6 atomes d'oxygène. C'est cohérent avec ce qu'on a à droite. On a 6 atomes d'oxygène à gauche, 6 atomes d'oxygène à droite. Par contre, on ne sait pas combien d'atomes de fer on a de base à gauche. Mais on sait qu'on en a 4 à droite, 2 fois 2. Donc ici, on a forcément aussi 4. Pour le deuxième, on a 2 atomes de fer à gauche, et à droite, on ne sait pas combien il y en a. On sait juste qu'on va former des molécules qui contiennent un seul atome de fer. Mais on a 2 atomes de fer à gauche, la molécule ne contient qu'un seul atome de fer à droite, donc forcément il faut en mettre 2. 2 atomes de fer, 2 atomes de fer. Ok? Vérifions que c'est bien cohérent avec l'oxygène. On voit ici qu'on a 2 molécules contenant chacune un oxygène, donc ça fait 2 oxygènes. Ici, on a une molécule de dioxygène qui contient 2 oxygènes. On est bon. Et enfin, dernière équation. On a 3 atomes de fer à gauche. Ici, on a une molécule qui contient 3 atomes de fer à droite. On a bien 3 fers de chaque côté. On a on ne sait combien de molécules de dioxygène à gauche, mais par contre, on sait qu'à droite, on a 4 atomes d'oxygène. Donc si on a ici une molécule de dioxygène, pour qu'on en ait 4 à droite, mais aussi 4 à gauche, et bien, il faut en mettre 2 ici. Pour qu'on ait bien 2 fois 2, ça donne 4 atomes d'oxygène. Pour qu'on ait autant d'oxygène parmi les réactifs que parmi les produits. Ok, donc ça, normalement, si vous avez fait un peu de physique en seconde, si vous en avez fait encore en première, et si vous le faites encore cette année, ça a dû être normalement très très simple cette partie-là. Si jamais vous ne faites plus de physique depuis la seconde, et ben ressortez vos cours de seconde ou bien écoutez bien le raisonnement que j'ai mis en place ici pour trouver ces numéros-là qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. Okay, donc voilà, donc ça c'était la petite activité que vous aviez à faire pour cette semaine. Je vous donne pas de devoir pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on attaquera la deuxième partie, donc le grand 2
de ce chapitre 5 sur l'atmosphère terrestre et la vie. Voilà. Donc on est vendredi, donc je vais vous souhaiter simplement un bon week-end. Ramenez bien cette activité la prochaine fois, hein, parce que c'est la première partie du chapitre 5. Donc comme on va faire la suite, il faut que vous ayez bien dans votre cahier la première partie du chapitre 5, et on continuera ça. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end, et à la semaine prochaine.